Nous allons passer à la présentation de la journée citoyenne avec Sandra Drato du secrétaire général et Björn Westedt du Danish Board of Technology. Merci à tous les deux. Merci aux accompagnants aussi des citoyens. Donc, je vais vous présenter les résultats de la journée citoyenne qui était en ligne dès le 25 mai au soir. Mais là, on en a fait une analyse un peu consolidée. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Donc, la journée citoyenne donc, était un des éléments de méthodologie importante pour avoir la vision citoyenne à côté des éléments que vous avez vus ce matin, à la fois les contributions sur Internet et le travail du comité citoyen. Voilà. Je vais aller plus vite, Anne. Voilà. C'était la première fois que c'était un exercice national de consultation citoyenne qui a été réalisé dans cette méthodologie-là pour la première fois en France. Donc, on en avait, je vous avais présenté la dernière fois vraiment les principes méthodologiques. C'était et notamment pour deux raisons. Une coordination au niveau du secrétariat général et des régions qui a donc plutôt très très bien fonctionné, et une supervision par le Danish Board of Technology qui, et Björn est revenu pour vous faire part de son évaluation puisqu'ils ont supervisé et ils ont eu à faire un rapport d'évaluation. Donc, 14, pour rappeler les faits, 14 régions ont participé, dont 3 outre-mer. Nous avons, depuis la dernière fois, consolidé le panel des gens qui étaient effectivement présents. Donc, je crois que c'était une question du Conseil. Donc, effectivement, pour rappel, cette méthode n'est pas un sondage, donc n'a pas pour but d'être représentatif de la société française. Donc les chiffres qu'on va vous donner dans les résultats ne sont pas à prendre statistiquement, hein, ils sont liés au panel qui était là. Donc les personnes qui ont été recrutées l'ont été par des instituts de sondage. Ce sont des personnes non spécialistes et non engagées. In fine, 1115 personnes ont participé à la journée citoyenne. Et les profils sociodémographiques que je vais vous donner maintenant témoignent d'une réelle diversité, mais avec effectivement quelques biais. Donc notamment une surreprésentation des plus de 60 ans et une sous-représentation des populations les plus jeunes. Aussi, et vous le verrez dans le graphique tout à l'heure, une surreprésentation des personnes propriétaires et un peu moins de locataires. Donc la démarche, même si elle a ses biais, comme toute démarche de participation, on a toujours du mal à faire venir les gens qui se sentent le plus éloignés du débat public dans ces dispositifs. Je rappelle que le dispositif était un dispositif bénévole, c'est-à-dire que les personnes qui ont choisi de venir l'ont fait bénévolement. Donc ça, c'est important à savoir. Donc derrière, vous avez, et dans le dossier qu'on vous a remis, vous avez donc les éléments des 1100, enfin les profils de 1115 personnes qui étaient là. Donc une parité avec un petit surclassement pour les hommes, mais on a quand même réussi à ce que les femmes viennent, ce qui n'était pas du tout évident au moment du recrutement par téléphone, je le dis. Ensuite, en en catégorie sociale, on peut faire la preuve d'une diversité. Voilà. Et donc, comme je vous disais, une surreprésentation des propriétaires dans l'échantillon. Ah, pardon, il faut que je me recule, je sais pas. Voilà. Voilà pour le profil. Donc, la forme d'animation qu'on vous a expliqué, donc une forme d'animation délibérative. Donc, je rappelle simplement que les personnes ont eu différentes formes d'information. Ils ont reçu un livret en amont de leur participation. Ensuite, ils ont eu des petites vidéos qui ont lancé en fait 4 séquences de travail, et il y a eu un travail de délibération aux tables avec un facilitateur neutre qui n'apportait pas d'informations. Donc on vous a mis quelques photos pour vous donner à voir, parce que peut-être que vous n'y étiez pas. Donc voilà comment ça se présentait. Donc les 14 conseils régionaux qui ont participé avaient donc préparé des grandes salles à plat comme ça, avec tout un matériel d'animation. Donc le comité de pilotage ainsi que les personnes du secrétaire général et du Danish Board ont été dans toutes les régions françaises. Donc toutes les régions françaises ont reçu la visite d'un des membres, soit du COPIL, soit du SG. Et voilà comment ça se passait. C'est juste pour vous donner une petite image de comment ça pouvait se passer. Voilà.
Donc les échos qu'on a eus étaient plutôt que ça s'est très bien passé, c'est plutôt sympa. Voilà quelques verbatim, parce que donc, ce qu'on va vous donner, c'est plutôt donc, la réponse. Donc, à la fin des séquences, chaque personne se positionnait individuellement sur des questionnaires. Et donc, on a recueilli quelques éléments de verbatim qui étaient aux tables pour vous donner un peu plus de matière. Voilà, et donc pendant que les régions travaillaient, on avait installé une sorte de QG à l'hôtel Rocklore pour analyser en direct les résultats, puisque c'était ça un peu le challenge de la journée, c'est que à chaque heure, on recevait en fait les résultats qu'on traitait, et donc à la fin de la journée, Pierre Radane, Stéphane Rosès, Thierry Val et Madame les ministres, en fait, ont analysé ensemble les premiers résultats pour pouvoir les mettre en ligne dès le soir même. Voilà. Alors peut-être qu'avant de vous présenter les résultats, je propose que Björn puisse vous dire, lui, son point de vue sur la journée, puisqu'on était effectivement en supervision du Danish Board. Et donc voilà, on lui a demandé de faire une évaluation rapide de comment finalement on avait bien ou pas bien fait la méthodo, ce qui est important. Yes, hello. This is the second time I've been invited to speak to you, and it is the second time I have to apologize for not speaking French. C'est la deuxième fois que j'ai été invité à venir vous parler, et c'est la deuxième fois que je vous présente mes excuses pour ne pas parler français. Donc vous avez droit à m'entendre en français. Donc Björn Bedstedt du Danish Board. Comme on va de plus en plus travailler ensemble, il pourra apprendre le français. So the minister says that as we are going to work more and more with you, you will have the opportunity to learn French. Yeah. Okay. I am a project manager at the Danish Board of Technology Foundation and the global coordinator of Worldwide Views. Donc, je suis directeur de projet à la fondation du Danish Board of Technology et coordinateur planétaire de la méthode Worldwide Views. So the Worldwide Views method was used for the Citizen Day on May 25, and for this reason the Danish Board of Technology has been acting as a supervisor of the project. Donc c'est cette méthode du Worldwide Views qui a été utilisée pour la journée citoyenne du 25 mai. C'est pour cette raison que le Danish Board of Technology a supervisé le processus pour en assurer l'intégrité et le respect de la méthode. Yes. We have produced a short evaluation report of the day. It is printed in full in the back of this document, and I will just share some basic points with you. Donc on a produit un rapport d'évaluation qui se trouve dans le document que Björn vient de vous montrer à la fin du document, et il va en reprendre quelques éléments clés. My observations are based on interviews made on May 25 by 3 project managers from the Danish Board of Technology in Paris, Orléans, Lille, Marseille and Lyon. Donc l'évaluation est basée sur des observations et des interviews qui ont été faites le 25 mai par 3 project managers du Danish Board qui se trouvaient à Paris, Orléans, Lille, Marseille et Lyon. It is also based on personal communication and meetings with the ministry leading up to May 25 and an assessment of the demographic distribution of the participating citizens. Donc c'est aussi basé sur des communications et des réunions avec l'équipe du secrétaire général dans le processus qui a conduit au 25 mai, et une évaluation également de la distribution des participants sur le plan démographique. And we also took part in a press conference on May 27. Et on a aussi participé à la conférence de presse du lundi 27 mai. So, in our view, the citizen consultation on May 25 was a big and well-organized success. Donc, de notre point de vue, la journée citoyenne du 25 mai a été un gros et un succès majeur et bien organisé, si je peux dire. Excusez-moi pour cette interprétation un peu bancale. So everyone we talked to, both organizers and citizens, were impressed with the quality of the deliberations taking place at the tables. Toutes les personnes à qui nous avons parlé, qui étaient aussi bien des organisateurs que des citoyens, étaient elles-mêmes impressionnées par la qualité des délibérations qui se passaient aux tables.
One of the key observations was that although people had different and strong views, they were expressed and discussed in a respectful and non-confrontational manner. Donc un des points clés qui ressortait de ces échanges, c'est que même si les personnes autour des tables avaient des points de vue différents et forts, ils s'exprimaient et ces points de vue étaient discutés dans une manière très respectueuse et non confrontante au sens que la discussion pouvait se passer. And the interviews we made also indicated that deliberations at the tables were informed by qualified and relevant arguments from the citizens. Et des interviews que nous avons faites, il est aussi ressorti que les délibérations qui se passaient aux tables étaient reposées sur des arguments qui étaient des arguments pertinents et qualifiés qui venaient des citoyens. And many also expressed their satisfaction with the program and the flow of the day. Et beaucoup de personnes que nous avons rencontrées ont aussi exprimé leur satisfaction avec le programme et la manière dont la journée s'est passée. The head moderators were all professional and managed to create a good atmosphere. Donc les personnes responsables de la modération étaient toutes de grands professionnels et ont réussi à créer une très bonne atmosphère. And also the collection and reporting of answers seemed to function well and to be structured in a fairly clear and simple manner. Et aussi la collecte et les rapports qui ont été faits des réponses qui ont été apportées par les participants a bien fonctionné et a été bien structuré. So, since we consider this to be a success, we are guessing that similar citizen consultations will be taking place in the future. Donc, comme on peut considérer cette journée citoyenne comme un succès, on suppose qu'il y aura d'autres démarches comme celle-ci dans le futur. And we have therefore taken the liberty to give a few recommendations for what could be improved in the future. Nous avons donc pris la liberté de formuler quelques recommandations sur ce qui peut être amélioré dans le futur. One recommendation would be that for the sake of clarity, it might be a good idea to reduce the number of answering options. Donc la première, c'est que pour préserver une clarté dans les échanges, il serait bien de réduire le nombre d'options de réponse. In this method, with too many options, citizens risk getting lost in details. Parce que s'il y a trop d'options, les citoyens participants risquent de se perdre dans les détails. It might also be possible to reduce the complexity of the information material a little more. On pourrait aussi réduire quelque peu la complexité du matériel d'information qui était diffusé aux participants. So one way of doing this, which there wasn't, I think, enough time to do this time, would be to have citizen focus groups review the questions and the information material. Donc une manière de faire ça, et ici ça n'a pas été possible en partie à cause des délais, c'est d'utiliser des réunions de groupe de citoyens pour développer les questions et pour travailler sur le matériel d'information. We would also like to recommend to increase the amount of standardization and information given to the table facilitators. Donc on recommande aussi d'augmenter la quantité d'informations et la standardisation de cette information aux facilitateurs de table et de faire plus de formation de ces facilitateurs. And to use a web tool that will make the results available and comparable immediately on the day. Et nous recommandons également, dans d'autres fois, donc d'utiliser un outil Internet qui permet de rendre les résultats immédiatement disponibles en ligne et de produire une comparaison des résultats en temps réel. Ce qui n'était pas le cas puisqu'il y avait un besoin de traitement dans ce qui s'est passé ce jour-là qui a pris quelques heures. And finally, we would like to recommend to pay special attention to the recruitment of young people and manual laborers. Et enfin, nous recommandons de donner une attention spéciale au recrutement de participants parmi les jeunes
et parmi les travailleurs manuels. So, as Sandra has said, the analysis of the demographic profile shows an underrepresentation of these two groups on May 25. Comme l'a dit Sandra, l'analyse démographique des participants, du profil des participants, montrait que ces deux catégories étaient sous-représentées le 25 mai. This is, however, not uncommon and something we have also struggled with in the Worldwide Views process. C'est toutefois un manque qu'on constate de manière habituelle et c'est quelque chose avec lequel on s'est battu dans l'approche Worldwide Views. The key word here is demographic diversity. Les mots-clés ici, c'est la diversité démographique. If you have this demographic diversity, and I think you have achieved this to a considerable extent in this consultation, you can say that what you have before you is a snapshot of public opinion. Donc, si vous avez une diversité démographique suffisante parmi les participants, et on peut dire que c'est le cas ici, alors on peut dire que le résultat que vous avez donne une photographie de l'opinion publique. I would like to finish by saying that we have been very impressed with the seriousness and the dedication to the process, which has been shown by the Ministry, the steering group, the stakeholder panel, the council, the regions and the minister. Alors, je voudrais terminer en disant qu'on était impressionné par le sérieux et l'implication dans le processus dont ont fait preuve Madame la Ministre, le comité de pilotage, le groupe des parties prenantes, les régions et l'équipe du ministère, donc du secrétariat général. This may seem like a trivial point to those who have been involved in the process, but is by no means a given fact for citizen consultations in general. Ça peut être vu comme un commentaire trivial et évident, mais de la part de ceux qui ont été impliqués dans le processus, mais pour ce type de consultation et les consultations citoyennes en général, ça n'est jamais une donnée acquise. So it is my hope that you will all continue to take the process seriously and to consider the views of the citizens consulted seriously in the work that now lies before you. C'est mon espoir que maintenant vous allez continuer à considérer avec sérieux et à prendre en compte le point de vue des citoyens dans le travail que vous avez encore devant vous maintenant. I also hope that you share the view of the citizens that more citizen consultations like this, of this kind, should be organized in the future. J'espère aussi que vous partagez la vision qu'ont exprimée les citoyens participants, que plus de démarches de consultation comme celle-ci devraient être organisées dans le futur. I share that hope for both the national, the European and the global level. Donc je partage cet espoir à la fois au niveau national, au niveau européen et au niveau global, au niveau planétaire. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Pendant que Sandra se réinstalle, merci donc à Björn Medstedt. Merci aussi à Yves Mathieu qui, au-delà de son rôle de traducteur, a beaucoup fait pour la journée citoyenne et pour d'autres choses. Donc Sandra, pour la continuation rapide des résultats, parce que nous avons, je crois, adressé des résultats à tous, donc plutôt les commentaires les plus essentiels. D'accord. Merci. OK. Donc je ne vais pas redire sur plusieurs messages. Donc sur l'exercice citoyen, effectivement, le sentiment partagé par les citoyens d'être acteurs et ils ont vraiment apprécié les conditions dans lesquelles on leur demandait leur point de vue. Donc ça, c'est les deux premières slides pour aller plus vite. Quand même, ce qui est démontré là, c'est que si on met les citoyens en situation d'être acteurs et si on leur donne une information, comme vous l'avez pu le remarquer avec le comité citoyen, du coup, les citoyens peuvent aussi, élaborer des points de vue qui sont intéressants et pertinents pour le débat. Donc sur la transition énergétique, la transition énergétique, c'est donc ce qui ressort, c'est que c'est à la fois pour les personnes et les participants à cette journée, une urgence environnementale, une chance et des opportunités de développement économique. Pour 67% d'entre eux, la transition énergétique est une opportunité où convergent à la fois du développement économique et social et les préoccupations environnementales. Donc, ce qui nous a fait dire à la sortie de l'analyse, le changement est admis dès lors qu'il est porté de façon inclusive,
avec tous et non vécue comme imposée de façon exogène. Sur la transition énergétique également, 75% des participants pensent que la transition aura des effets positifs sur la société et pour 53% des effets positifs pour eux-mêmes. Donc c'est quand même un point de vue très positif qui est ressorti de la journée, qui a été un des principaux messages et surprises peut-être de cette consultation. Pour les citoyens consultés, la transition énergétique n'est pas une contrainte extérieure, mais bien un moteur interne à la société française. C'est-à-dire qu'il y a des atouts qu'il s'agit de mettre en mouvement. A contrario, et comme ça a été dit un peu depuis ce matin, les citoyens mettent fortement en avant les enjeux de l'inaction, c'est-à-dire les risques pour les générations futures, les coûts de l'énergie qui vont augmenter, et ils ont une préoccupation importante sur la question de la dépendance énergétique du pays, et aussi d'eux-mêmes, en fait, quand on y regarde un peu plus près. Ensuite, sur la transition énergétique, dernière chose, les effets attendus de la transition énergétique à long terme, ce qu'on leur demandait de se projeter en 2050. C'est une opportunité de rééquilibrer la balance commerciale. C'est la question de l'autonomie à l'échelle des territoires à travers une production et une consommation locale de l'énergie autour des bassins de vie et la création de nouveaux emplois et de filières économiques. C'est aussi évidemment la maîtrise pour chaque ménage de sa facture énergétique. Ensuite, un autre bloc de messages sur les acteurs. Comme il a été dit depuis ce matin aussi, plus de 50% des personnes qui se sont exprimées le 25 mai demandent en fait une exemplarité à la fois du pouvoir public et des entreprises, pour commencer à s'y mettre. 67% privilégient la recherche, l'innovation et les dispositifs de solutions technologiques, notamment sur l'efficacité énergétique sur le bâtiment et les transports. Ils interpellent aussi fortement les producteurs de services de produits pour qu'ils participent aux objectifs de la maîtrise de l'énergie. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est dit aussi ce matin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une société qui demande de toujours consommer et en même temps d'avoir une réduction. Il y a une espèce de paradoxe qu'il faut régler, quoi. Ensuite, sur la question des acteurs et des échelles, les citoyens pensent d'abord que l'Europe et le niveau national sont les niveaux légitimes du cadrage politique, parce que la question c'était quel cadrage politique. Mais quand on ajoute les bassins de vie et les régions qui étaient des items aussi de cette question-là, en fait, ça représente 63% des participants qui pensent que le niveau local est aussi un élément. Donc, on ne sait pas trop comment interpréter ça. En gros, tous les échelons sont indispensables à la transition énergétique, sans doute pour des choses un peu différentes. Par ailleurs, les citoyens estiment qu'ils ont un rôle important dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques, des énergies de collectivités locales. Donc, il y a un dialogue qui pourrait être instauré meilleur. Voilà. Ensuite, sur le rôle des citoyens. Les citoyens sont prêts à agir à la fois pour aller vers un nouveau modèle, mais aussi pour réduire la pression de leur facture énergétique. Sur le plan individuel, ils se sentent potentiellement acteurs, à 64%, que ce soit à travers d'investissements, dans les choix d'équipement ou dans les fournisseurs, les ressources d'énergie qui peuvent y avoir à leur disposition. Un des moteurs principaux et qui a été fort, c'est aussi de lutter évidemment contre le risque de la précarité énergétique. Donc ça, c'est une question assez intéressante. 11 des personnes qui étaient là le 25 mai se considèrent en précarité énergétique et 43% craignent de le devenir. Donc il y a une vraie appréhension de la question d'être en vulnérabilité énergétique demain. Sur le rôle des citoyens, les participants appréhendent bien deux logiques d'action qui ont été redites par le comité, adapter les comportements et les usages et aussi investir. Ça, c'est peut-être la nouveauté, c'est là qu'on se dit qu'on sort aussi un peu de la réaction simplement du petit geste et qu'il y a un champ de l'investissement individuel qui peut être intéressant. Les principaux secteurs où ils sentent pouvoir le mieux agir, c'était sur ce qui est sorti en tout cas du 25, c'est la mobilité et les déplacements, sachant que tout ce qui touchait à l'habitat était moins, ils sentaient qu'ils pouvaient moins agir, notamment parce que certains étaient locataires, l'habitat est plus difficile. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que seulement 12% pensent qu'ils peuvent agir dans leur entreprise en tant que salariés. Sur les attentes pour finir, donc qu'est-ce qu'ils attendent et les messages qu'ils donnent finalement au débat? Les participants expriment fortement une demande d'accompagnement et de soutien quand les leviers coercitifs sont plutôt rejetés. Un premier levier sur l'accessibilité à une offre de services et d'équipements à travers deux types d'actions, une information fiable et un soutien financier. Le deuxième levier vise à soutenir l'initiative citoyenne, individuelle et collective, c'est-à-dire qu'il y ait une dynamique collective qui puisse les entraîner. Donc ça, c'est peut-être plutôt au niveau des collectivités que ça peut se jouer. Sur les attentes, le signal prix, parce qu'il y avait une question là-dessus, pour eux est un déclencheur pour engager le mouvement. Ils peuvent accepter une hausse de prix avec des contreparties, c'est qu'une hausse de prix
invite à un nouveau modèle énergétique avec des résultats positifs sur l'environnement et la santé et sur l'emploi et l'économie française. Une prise en compte des comportements individuels, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes bonus-malus pour les comportements plutôt vertueux individuels et ceux qui ne le seraient pas, mais quand même demande une garantie d'équité avec la question de la péréquation sur le territoire. Voilà, à l'issue du débat, on leur a demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient attendre d'une loi. C'est d'abord des actions d'investissement qu'ils attendent de la loi, dans les énergies renouvelables et les nouvelles filières, dans la recherche-développement à l'échelle nationale et dans la mise en œuvre d'une fiscalité écologique incitative, davantage sous la forme de mécanismes de soutien que celle de prélèvement. Merci. Merci infiniment, Sandra, pour cette restitution de cette journée citoyenne. Je pense qu'il doit y avoir un certain nombre de questions, d'observations de la part des uns et des autres. Donc sur cette première, à ce niveau-là, dans ces conditions-là chez nous, je vois Mathieu Orphelin, Bertrand Lapostelet, donc Mathieu et Bertrand Lapostelet ensuite, et puis tous ceux qui le souhaiteraient. Monsieur Masson. Oui, des résultats très positifs sur l'ensemble des thématiques, y compris sur les thématiques difficiles comme la fiscalité. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Allons-y dans cette transition énergétique. C'est tout. C'était court. Bertrand Lapostelet. Donc Mathieu, tu auras le droit à double temps de parole tout à l'heure. J'avais pas l'habitude qu'il soit si bref, donc j'attendais un peu. Désolé Mathieu. Et c'est aussi limpide sur la préoccupation des citoyens sur la question de la précarité énergétique. Le pourcentage d'entre eux qui ont indiqué être en situation de précarité ou avoir peur d'y tomber, on retrouve un peu les mêmes parallèles sur les questions de logement en général, hein, sur la peur de fragilisation de logement qu'on retrouve à travers énormément de sondages, même pour les gens qui ne sont pas encore fragilisés concrètement. Donc je crois que c'est vraiment important à noter, d'autant plus que j'ai bien noté la sous-représentation de certaines catégories hein, dans ce qui a été mentionné, et donc ces résultats sont d'autant plus importants avec cette sous-représentation. Je regretterais un petit peu, et c'est un peu une préoccupation permanente pour moi, pour la Fondation, dans ce débat sur justement le risque de dilution de la question de la précarité énergétique du fait de sa transversalité, que par exemple dans les questions, certaines questions fermées sur les grandes décisions issues du débat national, sur les propositions, on est finalement assez peu la dimension sociale en tant que telle, et que du coup, alors je comprends la difficulté d'exercice, hein, il y a déjà beaucoup de choses, c'est déjà touffu, mais je veux quand même insister un peu là-dessus. Et puis, du coup, sur la difficulté d'interprétation de certains items, sur la question de la réglementation plus contraignante et qui s'applique à tous, on voit que ça vient derrière, vous l'avez souligné, je l'entends parfaitement. Je ne suis pas sûr qu'on n'aurait pas eu d'autres résultats si, par exemple, on avait un peu spécifié, au regard, par exemple, de propositions qui sont dans le débat, sur l'intérêt ou la nécessité, sur le parc locatif, d'intégrer pour des critères de performance thermique pour les bailleurs en direction des locataires. Ça aurait été intéressant de voir la position des locataires, par exemple, sur cette question-là. Enfin, un exemple, du coup, dans la généralisation et dans la transversalité, il y a des choses qui disparaissent complètement. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Patrick Masson. Oui, deux remarques. La première, qui est, j'allais dire, de portée générale. Moi, ce que je constate, c'est que, et ce n'est pas toujours le cas, il y a une vraie interpellation des personnes qui ont participé. Donc, on peut penser qu'ils sont quand même un peu représentatifs des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'il y a une confiance, finalement, moi je le lis un peu comme ça, parce que j'aime bien être positif aussi, une confiance de la population vis-à-vis des pouvoirs publics, que ce soit au plan national comme au plan local. On constate effectivement qu'ils ont bien compris que l'action, et on l'a eu dans d'ailleurs les comptes rendus précédents également, que l'action se déroulerait essentiellement au plan local pour trouver des modalités sur nos territoires. Donc première chose, c'est un peu cette interpellation, il est de notre responsabilité d'y répondre. La deuxième chose, c'est, alors c'est peut-être moins net là, mais sur les avis précédents, c'était beaucoup plus net, c'est finalement, on se projette à 2050 et la question qui reste en filigrane, c'est comment on fait maintenant.
Et mon impression, c'est que finalement, le rôle du Conseil national, c'est peut-être de s'entendre sur là où on doit aboutir en 2050 de manière claire, et ensuite répondre en remontant jusqu'au moment présent les modalités de réponse à cette question, donc la trajectoire, mais la trajectoire en ayant une démarche, je dirais presque étape après étape, et vérifier finalement à chaque fois, en associant nos concitoyens, qu'on est bien sur la bonne trajectoire. Et puis peut-être, pour terminer, moi je trouve qu'en tant qu'élu, ça nous interpelle beaucoup sur la nécessité d'avoir peut-être, de créer ou d'inciter à avoir une relation directe avec nos concitoyens, parce que quand ils disent que sur nos territoires, on doit agir, que c'est là que ça va se passer pour une large part, eh bien, il faut peut-être qu'on les considère au travers de dispositifs à mettre en place, à inventer, qu'on considère cette relation entre eux et nous de manière plus étroite. C'est une façon pour moi de boucler avec mon propos initial en disant qu'ils attendent beaucoup de nous. Eh bien, il faut qu'on prenne en considération leurs aspirations de manière continue. Merci infiniment. Christophe Porquier. Oui, ce sont des enseignements très intéressants. Il y a 3 points qui attirent mon attention. D'abord, on aurait pu avoir la peur du vide, la peur de lâcher la proie pour l'ombre, et au contraire, c'est plutôt la peur de la situation existante qui ressort de cette consultation, la peur de la précarité énergétique aujourd'hui et peut-être des lendemains matins qui ressort des inquiétudes, et une vision positive de la transition énergétique, de ce qu'elle peut apporter socialement. Et ça, c'est très intéressant, et ça doit être vraiment un encouragement à continuer. Deuxième point, là, comme tout à l'heure dans la restitution du débat citoyen, la présence des enjeux territoriaux est quand même bien soulignée, avec la notion de bassin de vie, de bassin énergétique, de production locale d'énergie. Et j'ai le sentiment que les citoyens sont même un peu plus volontaires sur ces questions pour aller vers une territorialisation que nous le sommes nous-mêmes au sein de nos débats ou dans les groupes de travail qui ont eu lieu pour aller plus en avant vers la territorialisation de ces enjeux. Je crois que c'est un des enseignements aussi. En revanche, et c'est le troisième point qui m'a marqué, il n'y a pas toujours une bonne lecture des conséquences économiques de la transition énergétique. Tout à l'heure, dans les restitutions qu'on a eues sur les citoyens, et là encore, la vision que l'économie pouvait changer, que de nouveaux emplois pouvaient être créés, que ça pouvait être une réponse à la crise, n'est peut-être pas bien perçue. Pourquoi ? Il faut vraiment qu'on se pose cette question, alors qu'on a quand même un certain nombre de travaux qui montrent qu'il y a un gisement d'emploi, une mutation qui peut se faire, qu'il y a aussi des belles histoires qui s'écrivent dans le champ de la transition énergétique et dans le champ économique, avec des entreprises qui réussissent de façon extrêmement importante, non seulement en France, mais à l'international, dans la transition énergétique. Alors pourquoi est-ce que cette vision n'est pas portée, n'est pas reçue ? Et là, moi aussi, je lance aussi la question au sein de la salle, parce que ça nous concerne nous tous, y compris les acteurs économiques. Merci beaucoup, je vous en prie. Oui, Pierre Grison pour 4D. Oui, je voulais d'abord souligner la très grande richesse effectivement de cette journée, de ces résultats. Et puis souligner un point aussi, parce que je crois que ça montre le chemin qui reste à faire sur certains thèmes. Par exemple, quand on les interroge sur quels sont les moyens prioritaires pour ces changements, ce qui ressort en premier, ce sont l'apport des technologies, où ils attendent les changements venant des appareils politiques. Et le comportement arrive, je veux dire, assez loin dans les modalités. Or, on sait tous que c'est un des vecteurs de changement très très important. Donc ça montre aussi l'effort qu'on a nous à faire pour montrer que le comportement individuel doit être au cœur de ces changements de politique énergétique. Merci beaucoup Frédéric Hugues. Oui, merci. J'ai une question de clarification qui porte sur la conclusion que vous avez retenue sur l'approbation d'une fiscalité écologique. Alors, si je n'ai pas raté quelque chose, je pense que c'est au 3.3, dans laquelle la question 8 a été posée, parmi page 42, parmi les grandes décisions issues du débat national, quelles seraient selon vous les plus importantes à mettre en œuvre rapidement ?
Et puis on lit « Introduire une fiscalité écologique et incitative, prêt à taux zéro, subventions, déduction fiscale, certificat d'énergie, non, lire certificat d'économie d'énergie, système de bonus-malus ». C'est-à-dire que du plus, il n'y a pas là-dedans taxe ceci ou contribution cela, alors qu'évidemment, on sait très bien quels sont les éléments qui peuvent être traduits ensuite par ces termes. Et alors, la conclusion, c'est les participants sont en faveur de l'introduction d'une fiscalité écologique et incitative. Donc ma question est double. Premièrement, est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce qu'il y a un autre endroit dans lequel cette question de la fiscalité écologique a été abordée? Et deuxième élément, est-ce que le Danish Board of Technology s'est interrogé sur le lien entre la question qui était posée et l'interprétation qui en était donnée, et quelle est son évaluation de ce que je ne veux pas appeler ce procédé, mais cette façon de faire? Alors, simplement un tout petit mot pour répondre à Frédéric Hugues. Je me suis posé la même question que vous sur cette question. Je pense que c'est une question qui a été posée sous l'angle d'une fiscalité incitative et positive, comme vous soulignez, que donc la réponse est celle que vous décrivez, et que de ce point de vue, le seul commentaire qu'on peut faire, et je vous rejoins, est celle d'une vision positive sur une fiscalité qui est incitative, ce que j'appelle une fiscalité carotte, et qu'en revanche, comme vous le dites aussi, il n'y avait pas de question proprement dite sur la fiscalité plus traditionnelle sous la forme de prélèvement. Et donc, je vous rejoins dans les commentaires que vous faites sur cette question. De l'exposé qui vient d'être donné ainsi que des précédents, je retiens quatre enseignements. Le premier, c'est la disponibilité à l'appropriation et à l'implication sur le sujet, la transition énergétique. Le second, c'est que il y a une prise de conscience que l'on passe d'une période de la délégation à la technique de cette question énergétique à une période où il y a un partage du sujet. Et ce partage entre les entreprises, l'État, les collectivités et les citoyens. Auparavant, c'était la technique qui s'occupait de ces questions-là. Demain, c'est un partage. Le troisième, c'est qu'il me semble qu'il y a une prise de conscience sur le fait que la technique n'est pas neutre. Et ça renvoie précisément à l'option antérieure. Il y a un rapport, il y a une prise de conscience d'un rapport entre le comportement et la technique. N'importe quelle technique n'engendre pas un comportement vertueux, et réciproquement, très important. Et la question de la localisation des modalités techniques est introduite dans le sujet, ce qui n'était pas auparavant. Dernier point, il y a une large approbation pour la transition énergétique, mais il la qualifie, cette transition énergétique. Ce n'est pas la transition énergétique en général. Moi, j'ai retenu que c'était les qualifier en prenant en considération le court et le long terme, et il faut une articulation intelligente. C'est une transition énergétique partagée, je l'ai déjà dit précédemment, avec une implication locale forte et incluant le rapport entre la solidarité et la responsabilité. Merci Florian Masseube et ensuite Alexandre Grillat. Oui, je voulais revenir sur ce qu'a dit Frédéric Hugues sur la fiscalité. On est tout à fait d'accord avec le MEDEF sur cette remarque. Il ne faut pas faire dire aux chiffres ce qu'ils ne disent pas. Et je voulais revenir page 24 sur les principales motivations pour la France d'engager la transition énergétique. Et dans les réponses, on n'a que des réponses qui touchent à l'environnement. On ne voit pas apparaître le social ni l'économique. C'est-à-dire que si on a le choix entre l'environnement et l'environnement, effectivement, on choisira comme motivation l'environnement. Mais a priori, je pense que l'emploi, par exemple, est un vrai sujet qui n'a pas été abordé dans cette question des motivations d'engager la France sur la transition énergétique. Merci infiniment, Alexandre Grillat. Oui, la conviction de la CFE-CGC, au-delà de se féliciter que les citoyens s'approprient
progressivement la question de la transition énergétique, c'est qu'on est dans le cadre du développement durable, et comme vient de l'évoquer l'intervenant précédent, c'est développement durable, c'est bien au croisement du social, de l'économique et de l'environnemental, et on ne peut que regretter que les aspects économiques et sociaux ne soient pas pleinement intégrés au débat sur la transition énergétique, ou du moins pas perçus par les citoyens comme des priorités. Notre conviction, c'est que cette transition énergétique ne fonctionnera que si les citoyens y adhèrent, et que notre conviction, c'est que ça passe par l'évolution des comportements des citoyens, et ça passe par une transition énergétique qui soit supportable financièrement par les citoyens. Parce que, qu'ils soient consommateurs ou contribuables, ce sont les citoyens qui paieront la transition énergétique. Et à notre sens, deux questions sont fondamentales, et c'est ce que je relève de la présentation qui était faite. C'est la crainte d'une partie croissante de la population française de tomber dans la précarité énergétique, et plus globalement dans la précarité. Donc il me semble que ce point-là est majeur. Et le deuxième point, c'est que c'est une question d'emploi pour les Français, des emplois aujourd'hui et demain. Et je note qu'une de leurs interrogations, c'est que les emplois de la transition énergétique qui sont promis urbit et torbi par un certain nombre d'acteurs, c'est surtout la transformation d'emplois existants en d'autres emplois, mais pas de la création nette. Et que donc, à ce titre, je pense qu'il est important que nous ayons en tête quel est le delta en termes d'emplois existants, les emplois de demain, et quelle est la réalité de la création d'emplois nets. Merci. Bruno Rebel, et ensuite Gilles Vermaux-Desroches, et ensuite Louis Cailleux. Oui, je voudrais faire un petit commentaire, parce que j'ai eu la chance de participer à l'exercice in situ à Toulouse. Et au-delà de l'analyse des résultats, je trouve que c'est intéressant de vous faire part de ce que disent les gens dans les tables rondes et aux pauses et ainsi de suite. Et sur cette question, en relais avec la remarque qui a été faite sur la fiscalité, sur le fait effectivement qu'il aurait fallu être plus rigoureux dans la formulation pour parler de fiscalité positive et de dire qu'il y avait effectivement un accord sur ce type de fiscalité incitative et peut-être même aller au bout de l'exercice et mettre une question sur une taxe et l'acceptation de la taxe. Moi, j'ai été frappé par deux choses. C'est le fait que, il y a quand même un sentiment global que l'énergie va être plus chère. C'est compris, c'est accepté, c'est perçu. Et dans ce cadre-là, une acceptation aussi d'être prêt à payer l'énergie plus chère si, et il y a deux si, on explique clairement les bénéfices environnementaux et en matière de santé, et la question de la santé arrive assez clairement là-dedans, de ce surcoût de l'énergie. Et deux, s'il y a des mécanismes d'accompagnement pour justement réduire la consommation énergétique, mécanismes d'accompagnement qui peuvent être des mécanismes financiers, mais pas que. Et les gens insistent sur effectivement la nécessité d'un accompagnement de type technique et méthodologique. Et ça, je pense que c'est quand même un mouvement important qu'on a pu percevoir. Par ailleurs, il y a, vous le savez, un sondage qui a été fait par Harris à la demande de la Fondation européenne pour le climat et le CES et l'agence Euro-Agency, qui en fait, sur des panels différents, aboutit à peu près aux mêmes conclusions, enfin sort à peu près les mêmes éléments. Je pense que c'est intéressant parce que finalement, on a deux processus méthodologiques très différents qui finalement nous mettent sur la table à peu près les mêmes indications, y compris sur le fait que la transition est perçue comme quelque chose de positif sur le moyen et le long terme, et qu'il y a une compréhension du fait que ça va être difficile pendant quelques années. Je rappelle quand même que ce sondage a été fait sur deux panels, des citoyens et des chefs d'entreprise, et que ce qui est encore plus édifiant, c'est qu'il y a une très grosse convergence des points de vue des citoyens et des chefs d'entreprise sur ces différents sujets. Donc je pense qu'effectivement, je rejoins un petit peu ce que disait Mathieu Orphelin tout à l'heure, c'est plutôt une indication à engager une transition énergétique ambitieuse. Merci. Gilles Vermaux-Desroches. Moi, je voulais aussi aller dans ce sens de manière générale des interventions qui ont été faites là. Je suis assez attentif à ce qui est marqué page 34 sur si la réduction de la demande doit avoir lieu, qui doit y contribuer en priorité. Et je suis assez attentif parce que ça nous amène tous à bien reprendre une présentation de tout à l'heure sur la nécessité de sensibiliser les gens et de leur faire comprendre les grands enjeux de
transition énergétique, parce qu'on sent des citoyens motivés, je trouve ça fabuleux. L'introduction que vous avez donnée qui dit 75% des gens trouvent que c'est un bien pour la société, 53% trouvent que c'est bien pour eux, et tous le pensent, pas seulement pour répondre à des dictats externes, mais que c'est bien pour la France elle-même d'être engagée première sur ce sujet. Et voilà, je trouve ça très très bien. Après, ce qui est intéressant dans cette page 34, c'est que Jean-Paul Sartre pourrait nous ramener l'enfer c'est les autres, c'est-à-dire qu'on demande aux citoyens qu'est-ce qu'il faut faire, et ils finissent par dire bah, moi ça va à peu près, il faut que l'État soit exemplaire. Là, on peut être que d'accord avec lui, puisque l'État a quand même beaucoup de mètres carrés tertiaires qui sont les plus simples à opérer, certainement. Les entreprises, je vous rappelle qu'assez couramment, il est cité que l'efficacité énergétique des entreprises a fait quelques efforts dans les années qui viennent de se vivre et que c'est à prendre en compte. Il faut sûrement continuer. Mais au fond, ils mettent très très loin après l'État, les entreprises, et c'est seulement 30% qui disent les ménages par une baisse de leur consommation d'énergie. Et donc ça montre bien qu'il y a cette nécessité de sensibiliser les gens. Quand on dit aujourd'hui que le bâtiment, c'est plus de 40% de la consommation énergétique et que le bâtiment diffus, c'est une part importante de la question, c'est donc chez eux. Et donc il y a à la fois cet engagement sur lequel il faut s'appuyer, et puis de fait, et là c'est l'État, mais pas seulement lui, qui doit faire pédagogie vers les plus jeunes, mais aussi vers de plus âgés, pour faire comprendre à chacun que son intervention personnelle est importante dans le sujet. Merci beaucoup, Louis Cailleux. Ma question s'inscrit exactement dans le droit fil de mon prédécesseur du MEDEF, c'est qu'à lire effectivement cette page 34, et c'est plutôt une question sociologique, hein, ou d'autres pages, j'ai plutôt parfois le sentiment que les citoyens répondent finalement la transition énergétique, c'est un peu les autres, quoi, hein. Catégorie par catégorie, c'est un peu les autres, hein. Ma réflexion était la même sur ce que tu as dit tout à l'heure, à propos justement des entreprises qui apparaissent très fortement et de manière très impactée. Donc c'est une question, disons, de l'analyse sociologique. Est-ce qu'on peut en avoir une petite réponse sur ce point? Et puis la deuxième question, c'est finalement s'il y avait eu un panel un peu plus représentatif, parce qu'il faut quand même revenir sur ce panel qui n'est pas forcément très représentatif. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis des spécialistes sur le biais des réponses quand même, parce qu'il y a quand même des choses qui sont quand même marquantes en termes de nombre de propriétaires, nombre de cadres supérieurs, nombre de retraités, nombre d'hommes parmi les femmes. Et je dirais, c'est quand même pas... non, par rapport aux femmes. Par rapport aux femmes. Et donc tout ceci, merci de m'avoir repris, tout ceci... Oui, tout ceci... non mais attendez, on ne va pas rentrer dans la théorie du genre, pas ici. Tout ça pour dire que j'aimerais quand même que vous nous disiez un peu plus sur votre analyse, sur ce que peut apporter ce biais dans les résultats. Donc deux questions. La transition énergétique, c'est un peu les autres, hein, et puis la fiabilité de certains résultats, eu égard au panel. Marc Gélisca, ensuite oui, très Stéphane rapidement, Kerkhoff, c'était et ensuite pour Jean-Patrick Masson. Au-delà au-delà des félicitations qu'on peut avoir des résultats, c'était juste sur un point très pratique, dont je ne me rappelle plus d'ailleurs. Oui, c'est par rapport à l'emploi. Puisque c'est un sujet, moi je suis tout à fait d'accord avec la CGPME, je pense que c'est important que ce soit la CGPME qui ait fait la remarque en premier que la rentrée emploi, solution au problème d'emploi n'ait pas été mis dans le menu, on va dire, des questionnaires. Et puis pour rappeler à nos amis syndicalistes, sans vouloir refaire la conférence de presse que nous avons tenue hier avec certains d'entre eux et avec un certain nombre d'autres acteurs, qu'effectivement les transferts d'emplois entre l'intérieur des secteurs, mais que le gros de la création d'emplois à transition, c'est les économies d'importation de matières énergétiques étrangères, qu'elles soient fossiles ou nucléaires, et que c'est là qu'il y a le plus gros gisement de création d'emplois, c'est la réinjection de pouvoir d'achat dans l'ensemble de la société, dans l'ensemble des secteurs, et pas seulement au secteur de l'énergie. Merci Stéphane Kerkhoff. Oui, merci. Je vais essayer de faire aussi court que Mathieu Orphelin. Oui, juste pour évidemment nous féliciter des résultats et constater que peut-être au sein de ce Conseil national, nous sommes peut-être le dernier lieu où s'exprime la voix du conservatisme énergétique. Donc j'espère qu'on va ouvrir grand les portes et les fenêtres pour écouter la voix des citoyens. Et dernier élément, page 24, malgré tout, chasser le naturel, il revient au galop. Je trouve qu'on oublie un peu dans la question pour vous quelles sont les principales motivations pour la France d'engager la transition énergétique. J'eus aimé avoir une question pour au moins tester les 1115 citoyens présents.
sortir du nucléaire. Voilà, tout simplement. Je pense que ça peut être une des motivations pour engager la France sur la voie de la transition énergétique. Quant à la question 5, réduire l'importation d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon, j'imagine que nous n'importons pas de l'uranium, donc c'était évidemment pas la peine d'en parler. Merci beaucoup. Alors, il me reste notre ami de la CGT, Jean-Patrick Masson, M. Payet, Marie Zarditi, et je suggère qu'on s'arrête là, et Delphine Bateau. Allez-y. Oui, Dominique Launay de la CGT. Moi, je pense que ce qui a été intéressant ce matin, tant par le comité citoyen que la journée citoyenne, oui, il est allumé, on ne m'entend pas, oui. Ce qui est intéressant dans le comité citoyen de tout à l'heure, la présentation, comme dans la journée citoyenne, c'est que par rapport aux discussions qu'on a pu avoir au travers des différents groupes de travail, il transpire quand même, je le dis de façon comme ça, un peu le sentiment on est dans la vraie vie, quoi, et des vraies questions sont posées, quoi. Et il y a par moments, il me semble que quand on a essayé d'aborder certaines choses dans ce qu'on a préparé avant, certains points, d'ailleurs on ne les retrouve pas, mais on aura l'occasion d'en reparler cet après-midi, eh bien il y a un décalage entre la situation et ce qu'attend la population et le citoyen. Et en tant que syndicaliste, on est aussi des citoyens, les salariés sont aussi des citoyens, et ce que des fois on peut discuter. D'ailleurs, je pense que ce qu'il faut retenir de nous, qui nous marque, c'est dans le panel qu'il y a eu de participation à cette journée citoyenne, c'est le fait que les catégories, notamment les plus jeunes, dont on a commencé à parler ce matin en présentation de cette journée, et les catégories sociales populaires, étaient le moins représentées ou sous-représentées. Donc je pense que c'est un enseignement important à tenir. Pourquoi ces catégories-là n'ont pas ou peu participé à ces débats ? Parce que sinon, dans notre analyse et dans ce qu'on aura proposé derrière, il peut nous manquer un bout quand même de la réflexion de ce qu'attendent. Y compris, il faut regarder, il y a une autre conférence qui se tient en ce moment, c'est qu'aujourd'hui, quand on supprime 1000 emplois par jour, que le taux de chômage des jeunes, peut-être que dans le même temps, il y a des priorités qui sont hautes et donc les attentions ne sont pas portées de la même façon quand on voit la difficulté qu'on avait à communiquer, qu'on a à communiquer autour de cette transition énergétique. D'autre part, en termes d'emploi, et ça a été abordé tout à l'heure un peu, c'est que, y compris la perspective de création d'emplois au travers de la transition énergétique, jusqu'à présent n'est pas avérée. On a parlé de transfert d'emplois, dans le meilleur des cas, mais ce n'est pas non plus le cas. Et donc, on n'a pas vraiment de création de filières qui permettent, ouvrent des perspectives d'avenir en termes d'emploi dans des sites et dans des territoires où, justement, les suppressions d'emplois et le chômage fait des ravages. Donc, je pense qu'il y a ces éléments-là à prendre en compte, mais le fait, la sociologie de la participation doit nous interpeller, y compris doit nous interpeller dans ce qu'on a à faire pour la suite. Malgré ça, et ça a déjà été dit, je le répète, parce que c'est extrêmement important, quand on voit la question de la précarité énergétique et la crainte de la précarité énergétique, c'est une question de fond. Elle a été abordée dans des groupes de travail. Je pense qu'on n'a certainement pas été assez loin sur cette question-là, mais il y a un véritable enjeu qui est posé là-dessus. D'autre part, il y a deux questions qui reviennent fort, vous l'avez dit aussi, vous, Monsieur Thierry Val, ce matin, c'est sur la question des transports et de la mobilité, qui revient fortement, alors que c'était un point qui n'était pas au démarrage de la conférence environnementale, qui est revenu avec un certain nombre d'organisations sur lesquelles il y avait besoin d'un thème qu'on va aborder en fin d'après-midi aujourd'hui. Mais on voit bien que ce qui préoccupe les gens, y compris comment on a abordé les choses, on n'était pas, je dis encore, dans la vraie vie sur la préoccupation des attentes, la mobilité des transports. Et ça engage, parce que tout à l'heure on disait, mais on pense, le citoyen pense c'est l'affaire des autres. Le citoyen, quand il aborde la question de la mobilité et des transports, parle bien de sa situation, mais des fois une situation qui lui est imposée parce qu'il n'a pas le choix en termes de mobilité et de transport. Donc vous voyez, il y a ces questions de fond. Et la question du logement, notamment sur l'isolation, la question de l'habitat qui revient fort aussi. Je pense que ces deux questions, la question des transports en tous les cas, elle a été sous-estimée et sous-exploitée jusqu'à présent. Et là, il y a vraiment un enjeu, d'autant plus que le départ quand même de tout cela, c'est la diminution des gaz à effet de serre. Et quand on voit la part des transports dans les gaz à effet de serre, on a quand même un peu, pour l'instant, passé à côté de quelque chose. Merci beaucoup, Jean-Patrick Masson. Oui, je voulais revenir sur ce qui a été dit sur le commentaire qui a été fait sur la page 34. Je ne dois pas avoir les mêmes lunettes que les interlocuteurs qui disaient finalement les citoyens ils disent que ça doit être les autres. En tous les cas, en tant qu'élus locaux, on a l'habitude d'avoir affaire à nos concitoyens qui nous disent plutôt agissez à notre place, qui est un tiers des citoyens qui disent aujourd'hui je suis prêt à changer mon comportement et je suis prêt à dépenser de l'argent, puisqu'on nous parle de consommation énergétique et évolution de leur équipement. Je trouve que c'est remarquable au contraire. C'est-à-dire qu'ils comprennent bien que, certes,
ils peuvent avoir des demandes vis-à-vis des professionnels, des collectivités, de l'État, etc., mais qu'eux aussi sont dans le périmètre et que pour un tiers d'entre eux, ils sont prêts à faire les efforts nécessaires. Et je trouve que c'est plutôt bien. On l'a vu également sur l'approche prix. Ils sont prêts à payer un peu plus. Donc je crois que ça, on doit le prendre en considération comme étant la nécessité pour tous d'agir. Et moi, je pense que, enfin, je lis absolument pas le tableau de la même manière que certains avant, parce que j'y vois un signe vraiment positif de leur attitude. Pascal Payet. Pascal Payet, MEDEF. Je reviens sur la page 72. Sur quel poste de consommation d'énergie avez-vous le sentiment de pouvoir agir? Et ça vient recouper un peu ce qui a été dit par un intervenant précédent. En ce qui concerne les déplacements, on constate qu'effectivement 46% en moyenne des consommateurs ont répondu en faveur des déplacements, alors que ce qui concerne le bâtiment vient dans le meilleur des cas à 32%. Ça m'amène à une réflexion, c'est que les déplacements, en fait, vus de la part des consommateurs, ça coûte rien. C'est-à-dire qu'en fait, eux, changer leurs habitudes, ils n'ont pas à dépenser vraiment de l'argent. Ou alors, c'est des investissements qui doivent être faits par quelqu'un d'autre, par l'État, augmenter les transports en commun. Tandis que ce qui concerne le bâtiment, ça les concerne directement et c'est quelque chose qu'ils vont devoir payer eux-mêmes, ce qui veut dire qu'il faudra beaucoup d'incitations pour pouvoir les faire changer et leur faire modifier leur comportement dans leur bâtiment, dans leur maison. Voilà. Merci beaucoup. Marie Zarditi. Oui, une remarque et puis quelque chose pour améliorer la lecture et la compréhension sur un certain nombre de points. Alors, une remarque. Moi, je n'ai pas du tout entendu que les citoyens ne veulent pas y aller. Disons que j'ai surtout entendu qu'ils ne veulent pas y aller tout seuls. C'est-à-dire qu'ils disent « j'irai », mais à condition évidemment que l'ensemble de la société autour de moi se mette en mouvement, et surtout que ceux qui ont bien plus de pouvoir que moi, petit citoyen tout seul, y aillent. L'État, les collectivités territoriales, la grosse entreprise qui est à côté de chez moi. Enfin, si tout le monde s'y met, je m'y mets aussi, mais moi tout seul, je ne peux pas faire tant que ça, donc si personne n'y va avec moi, voilà, donc c'est surtout ça la demande. Moi, je l'avais vraiment entendu comme ça. Alors, on a eu 3 ou 4 fois au moins la question de la représentativité. Et pour répondre à cette question, il manque une info dans le document et que j'aimerais bien que, même si elle ne sera plus dans le document, mais qu'elle soit rajoutée sur le site. Lorsqu'on lit, par exemple, il y a 300 à la louche, 350 femmes et 410 hommes, puis-je savoir, alors là, bon, celui-là c'est assez facile, dans le panel des gens, c'est-à-dire dans les régions qui ont fonctionné, parce que ce n'est pas la peine d'aller les chercher dans les gens qui n'ont pas fonctionné, dans les régions qui ont fonctionné, c'était quoi la répartition officielle dans la population? Quand on dit les 18-30 ans font tant, les 60 font tant, etc. 1, il faut remettre ces chiffres en pourcentage. Et 2, il faut mettre en dessous, dans ces régions données, quel est le pourcentage des 18-30 ans, des 30-45, des 45-60 et des 60 et plus. De manière à ce que je puisse dire, oui, il y a effectivement un biais important, ou non, il n'y a pas vraiment de biais. Par exemple, les agriculteurs, à un moment donné, je vois 10 ou 12 à la louche sur 670, donc 2%. Je me dis peut-être que 2%, c'est à peu près ça, alors que les étudiants... Donc, voilà, il manque vraiment de transformer ces chiffres en pourcentage et de mettre en dessous le pourcentage dans les régions qui ont fonctionné. Quel est ce pourcentage dans la population? Merci. Donc, alors, Christophe Porquier pour un mot, parce qu'il a levé son chevalet, son cavalier juste après. Non, parce que j'ai entendu des sophismes dans le débat qu'on a eu dans la salle. On dit que, j'ai entendu dire, des personnes aujourd'hui, il y a des emplois qui sont détruits et les gens ont peur de la précarité énergétique. Il faut perdre de vue que ce que disent les citoyens et ce qu'on constate, c'est que c'est bien le modèle énergétique actuel qui produit cette précarité énergétique et qui ne répond pas non plus à cette dynamique d'emploi qui est souhaitée. Donc je crois qu'il ne faut pas inverser les causes et les effets et les conclusions dans tout ça. C'est bien la perspective positive qu'il faut tirer de la transition énergétique, qu'il faut tirer de ces conclusions et de cette invitation qui nous est donnée par les citoyens et pas y voir encore un frein supplémentaire et un blocage, parce que c'est précisément ça que les citoyens des fois ne perçoivent pas, du moins ils perçoivent davantage dans leur action citoyenne et dans l'action public, et ils ne perçoivent pas forcément la volonté dans le secteur économique et social. Donc c'est peut-être là aussi qu'il faut travailler pour que cette volonté, ils la perçoivent aussi à ce niveau-là. Beaucoup, Raphaël Claustre.
Oui, c'était juste en un mot sur ces questions d'études d'emploi, parce qu'on nous parle tout le temps des études d'emploi prospectives et elles sont des fois difficilement palpables, même si le CNRS ou l'OFCE nous montrent qu'il y a un gain d'emploi net de temps. Mais je voulais rappeler qu'il y a aussi des emplois réels, concrets, qui existent maintenant et qui ne sont pas théoriques. Quand on prend l'étude que fait l'ADEME régulièrement, on voit qu'en 2006, on était à 217 000 emplois dans efficacité énergétique et énergie renouvelable, et qu'en 2012, on est à 310 000. Ça nous fait quasiment 100 000 créations d'emplois. C'est quand même pas négligeable. Je pense que peu de secteurs peuvent s'en vanter. Merci beaucoup. Mathieu Orphelin et ensuite Delphine Bateau. C'est évidemment pour appuyer ce qui vient d'être dit et répondre à notre collègue de la CGT. Ce n'est pas possible après 6 mois de débat. Alors, sur ces questions-là, alors que les uns et les autres ont amené effectivement des études, des éléments sur la table, on ne peut pas, au bout de 6 mois de débat, entendre de dire que les emplois de la transition énergétique, c'est des emplois, je ne sais plus le terme que vous avez utilisé, mais pour aller vite, imaginaire, même si ce n'est pas le terme que vous avez utilisé. Donc, moi, je pense que là, il faut qu'on arrive à franchir un cap, au moins sur ce type de questions, parce que sinon, on n'avance pas du tout. Donc, il y a les chiffres que vient de rappeler Raphaël sur les emplois dès aujourd'hui, il y a les études prospectives. Je veux dire, si d'autres membres, là il y a les études de l'ADEME, de l'OFCE, il y a les études du CNRS, bon, s'il y a des études qui montrent le contraire, mettons-les sur la table, mais il n'y en a pas. Donc moi je veux bien qu'à chaque fois on dise c'est du vent, etc., mais il n'y a rien d'autre. Donc voilà. Bon, évidemment qu'on y croit, mais il y a un moment, on ne peut pas, au bout de 6 mois de débat, être à dire qu'il y a que du transfert d'emploi avec la transition énergétique. C'est faux. Merci beaucoup Mathieu Orphelin. Delphine Bateau. Alors moi d'abord je voulais remercier Sandra, Yves et Judith qui, pas tout seul mais avec toute l'équipe, ont piloté l'organisation de cette journée citoyenne qui était une première en France. Donc certainement que l'exercice est perfectible et que si nous-mêmes on devait en organiser une deuxième sur le même sujet, on modifierait un peu le questionnement par-ci par-là, on veillerait davantage à avoir la certitude que telle ou telle catégorie soit plus présente dans les panels, mais ce n'est pas un sondage d'opinion. Donc la logique de la participation citoyenne, c'est une logique de diversité. Ce n'est pas une logique de panel sociologique comme quand on fait un sondage quantitatif. En ce sens, d'ailleurs, la méthodologie s'apparente davantage à une méthodologie d'enquête qualitative que d'enquête quantitative. Mais c'est quand même une première. Et je pense nous tous, même moi, on pouvait avoir un certain nombre d'interrogations sur est-ce que ça va marcher, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, y compris matériellement. Et ça a été un vrai succès. Hier matin, je réunissais l'ensemble des directeurs régionaux des DREAL, qui sont maintenant les premiers militants de la journée citoyenne et qui veulent que je fasse des journées citoyennes sur tous les sujets. Voilà. Les citoyens qui ont participé, ils étaient, moi j'ai fait comme Bruno, Laurence, Jean aussi, ils étaient enthousiastes. Ils étaient enthousiastes à l'entrée le matin, ils étaient enthousiastes à la sortie et ils disaient « Madame, il faut qu'on continue de nous demander notre avis, on voudrait faire ça sur d'autres sujets, etc. » Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Les collectivités territoriales, je pense qu'elles auront l'occasion de le dire le 8 juillet prochain quand on fera la restitution des débats territoriaux, mais ont souvent déjà conduit des processus de démocratie participative, les collectivités sur pas mal de politiques publiques territoriales, ont aussi été vraiment marquées par la méthode. Et ce qui est significatif pour moi, c'est l'homogénéité des résultats d'une région à une autre. C'est-à-dire si on avait eu des écarts très importants, vous voyez, selon les identités territoriales, selon la prégnance de tel ou tel type de population dans les panels dans une région par rapport à une autre, avec des écarts importants entre les régions, je pense que ça floutait un peu le message qui s'en dégage. Mais ce qui est très très frappant, c'est l'homogénéité, y compris dans les chiffres, d'une région à une autre. Donc ça a quand même une signification très, très forte, avec pour moi des conclusions qui sont
clair et net. Donc moi, j'espère que ça va créer un précédent. Je rappelle que toute la question du questionnement, des documents qui ont été donnés aux gens, etc., moi, j'avais souhaité de façon très forte que justement tout le monde soit consulté sur la matière qui a été apportée et sur le contenu du questionnaire. C'est vrai que, par exemple, moi-même le samedi soir, en voyant les résultats, ça m'a sauté aux yeux la question sur la fiscalité, dans la façon dont elle est posée, qu'effectivement on aurait pu poser 2 questions différentes sur la fiscalité et sans doute ça aurait donné des résultats différents. Ce qui me frappe, moi, dans les résultats, dont j'ai été surprise par la netteté et l'ampleur, il y a plusieurs choses qui m'ont frappée. D'abord, ce qui m'a frappé, c'est que la crise économique et donc la préoccupation majeure qu'il y a aujourd'hui pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat, pour la situation économique du pays, n'efface pas la préoccupation environnementale. Et que quand on organise une délibération citoyenne sur la transition énergétique, la porte d'entrée, pour ceux qui ont participé, ça reste quand même une porte d'entrée environnementale, mais qu'il n'y a pas, pour ceux qui ont participé à cette journée, il n'y a pas d'antagonisme entre les enjeux économiques et sociaux et les enjeux écologiques, et qu'au contraire, ils font un lien quasiment, je ne sais pas comment dire, organique, une symbiose entre les deux qui est très forte et qui n'est pas dans l'opposition de l'un à l'autre. Et donc, ils voient à ce moment-là la transition énergétique plus comme une chance que comme un risque par rapport à la situation économique et sociale actuelle. Deuxième chose qui m'a frappée, c'est quand même une vision très optimiste. C'est-à-dire une vision qui est tournée vers le futur en disant on va s'en sortir par l'innovation technologique, on va trouver des solutions. Quand on demande notamment sur les économies d'énergie comment on va réussir à économiser l'énergie, c'est une vision qui est très confiante dans la capacité par l'innovation technologique, par la recherche-développement, par le progrès scientifique, d'apporter des réponses. Je suis tout à fait d'accord avec la remarque qui a été faite sur l'importance des déplacements, qui est majeure dans... C'est même la question numéro 1, sur laquelle les citoyens ont le sentiment de pouvoir agir. Et donc, c'est le sujet de fin de journée, mais c'est effectivement une question absolument majeure, notamment par rapport à la dépendance aux hydrocarbures. Ensuite, par rapport à la discussion qu'il y a là sur les résultats, je pense qu'il est parfaitement normal et prévisible que chacun ait une lecture des résultats en fonction aussi des propositions, des convictions ou de son point de vue dans le débat national. Je pense que chacun y trouve sur certains points des confirmations et sur d'autres points matière à être interpellé ou à être perturbé dans le raisonnement. Et je pense que c'est ça qui est utile et c'est ça qui est intéressant. Le fait que ce soit des confirmations sur des points, que ça aille à l'encontre d'un certain nombre d'idées pour chacun de nous. C'est valable aussi pour le gouvernement, d'ailleurs. Ensuite, oui, il y a une interpellation très forte des pouvoirs publics, c'est-à-dire que si on se retourne vers les citoyens en leur disant que ça va dépendre d'eux et seulement d'eux et de leur comportement individuel, sans qu'il y ait un effort de la nation, un effort même européen, puisque la question de l'Europe ressort fort aussi, et un engagement à tous les niveaux, il y a une sorte de conditionnalité dans l'interpellation qui est faite. C'est-à-dire, bon, nous, on est prêt à faire, mais à condition que ce soit un mouvement général et que l'exemple vienne d'en haut. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose de très positif. Par contre, je finirai là-dessus. Je pense qu'on a un devoir vis-à-vis de ceux qui ont participé, puisque la question numéro 1 qui nous a été posée le samedi 25 mai, c'est « mais est-ce que vous allez vraiment en faire quelque chose ?» Ou est-ce que, vous voyez, c'était juste un exercice pour le plaisir? Bon. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment en faire quelque chose et que la hiérarchie des priorités qui se dégagent, les convergences qui se dégagent des résultats de la journée citoyenne sur des questions clés, il faudra qu'on en tienne compte évidemment ensuite dans les recommandations, dans les suites qui seront données au débat national. Je pense que c'est la responsabilité que nous avons d'ailleurs aussi bien vis-à-vis de ceux qui ont participé à la journée citoyenne que des remarques très pertinentes qui ont été faites aussi
par le comité citoyen, notamment sur la question de l'accompagnement individuel, etc., qui sont des préoccupations très fortes et très récurrentes, parce que je pense que ce qu'on verra aussi dans la synthèse qui sera faite des débats territoriaux, qui là repose sur une autre logique, puisque participent aux débats territoriaux ceux qui ont envie d'y venir, donc ce n'est pas non plus représentatif, mais c'est quand même significatif. Il y a quand même un certain nombre de volontés fortes ou de convergences fortes qui se dégagent et qui sont quand même assez récurrentes avec ce qu'a dit le comité citoyen, ce qui ressort de la journée citoyenne et aussi ce qui ressort du sondage, lui par contre quantitatif, basé sur un panel représentatif que Bruno Rebel abordait tout à l'heure. Merci infiniment Madame la Ministre. Je ne sais pas si Sandra et Björn Betstedt souhaitent rajouter un mot sur ce qui a été dit, ou en tout cas on va essayer de tenir compte naturellement des remarques des uns et des autres. Merci pour cet échange sur cette restitution d'une journée importante.